On va commencer par les 4 premiers. Madame Goulet. Oui, monsieur le grand rabbin, merci beaucoup pour cette audition. Rappelant la prière de tous les samedis pour la République française dans toutes les synagogues, c'est quand même aussi un signe important. Et pour qu'elle vive dans la concorde, on a ici un texte qui a, à mon avis, beaucoup de vertus. Moi, je voudrais vous poser plusieurs questions. La première, c'est sur les revenus, notamment éventuellement étrangers, que vous recevez. Vous avez parlé des immeubles. Je considère qu'effectivement, d'abord, il faut en donner avant de les gérer. Je vois bien la mécanique. Et puis aussi, les Hazanim qui viendraient de l'étranger, comment est-ce que... Puisqu'on a cette dialectique pour les autres, pour au moins une autre religion, c'est important qu'on puisse faire la comparaison avec évidemment le judaïsme. Donc, question de... Alex Bussinger nous avait expliqué dans une autre audition d'une autre mission d'information que la filière cachère représentait environ 30% des revenus du consistoire. Est-ce que vous pourriez nous confirmer ce chiffre ou le faire vérifier, voir si ce chiffre a évolué, parce que c'est effectivement aussi très important pour le financement notamment de l'islam en France. Merci beaucoup. Merci, Madame la sénatrice, vraiment, d'avoir rappelé la prière pour la République. Je ne voulais pas le faire parce que, comme je m'échine à supplier les autres cultes, en particulier l'islam, à le faire réciter dans leur mosquée, mais dans tous les lieux de culte, très régulièrement, comme nous le faisons dans les synagogues, je ne voulais pas tirer la couverture à nous, d'une certaine manière. Mais je crois que si, dans le moment le plus sacré du culte, de toutes les religions en France, on est capable de redire que notre ambition, notre rêve, c'est de vivre ensemble avec nos concitoyens, parce qu'on ne pourrait pas imaginer, c'est pour ça que le principe même du communautarisme, je réponds un tout petit peu à l'avance à la question du ministre, enfin M. Kanner, mais c'est impossible de concevoir le communautarisme dans le judaïsme, parce que Jérémie, le prophète Jérémie, disait au peuple, priez pour la paix du royaume dans lequel vous êtes, parce que de sa paix dépend ta paix. Donc même s'il y avait, et imaginons, ce qui n'est pas le cas, qu'il y ait eu quelque part un moment une tentation de se dire on veut juste vivre bien, pour vivre bien, il faut que tout le monde soit bien. Vous savez que c'est le principe dans les mariages juifs, par exemple, de briser le verre au moment du mariage. Au moment du mariage, on estime, en général, c'est pas prouvé, mais en général, qu'au moins les mariés sont heureux. Au moins à ce moment-là. Ça reste à prouver de manière scientifique, mais normalement, c'est la norme. Eh bien, on leur demande à ce moment-là de briser un verre pour que symboliquement ils se disent nous savons malgré notre bonheur qu'il y a du malheur dans le monde, et c'est parce que nous sommes heureux que nous avons l'obligation d'essayer d'instiller du bonheur dans le monde. Alors symboliquement, c'est aussi la destruction du temple de Jérusalem, ça veut dire qu'aucun bonheur n'est complet s'il n'est pas partagé très largement. Donc vous avez raison, cette prière est essentielle parce que chaque fois qu'on l'entend dans les synagogues, nous sommes dans une logique qui nous pousse à dire qu'est-ce que je peux faire pour la République, comment je peux au quotidien. Et j'ai transformé cette prière d'ailleurs en y insérant, en proposant à mon prédécesseur d'y insérer un passage pour les soldats français après l'attaque d'Ouzbine, où on avait perdu 10 soldats. Je lui ai dit il faut qu'on inclue l'armée dans cette prière. Et puis quand on a vu le déploiement des forces de l'ordre et le risque que prenait le policier après les attentats, notamment les policiers morts à Charlie, avec Franck Vensolaro et Ahmed Berrabé, et la policière à Montrouge le lendemain, j'ai dit, il faut qu'on inclue aussi les forces de l'ordre, et c'est fait dans la prière pour la République. Donc oui, vous avez raison, c'est essentiel. Les revenus, l'étranger, il n'y en a pas. Globalement, c'est plutôt nous qui aidons, mais s'il y a des revenus, ce ne peut être que de fondations, par exemple, américaines, ou anglaises, ou suisses, mais tout est déclaré, de toute manière. Donc la question de la déclaration ne nous gêne pas. Et je ne vois pas qui cela peut gêner en honnêteté, en toute honnêteté. Sauf à trouver que les fonds sont étonnants. Donc moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à voir ça. Pour ce que vous appelez le chazanim, c'est-à-dire tout le personnel qui n'est pas rabbinique, il peut arriver qu'il y ait des gens qui arrivent d'Israël, mais en général, ce sont des francophones. Souvent d'ailleurs des gens qui sont partis en Israël s'installer et qui reviennent maintenant servir les communautés. De toute manière, il y a des garde-fous aux tentations éventuelles de discours moins républicains que l'est consubstantiellement le consistoire. Ce sont les associations et les fidèles. C'est-à-dire qu'un Chazan ou un... Alors s'il a une très belle voix, on lui passe beaucoup de choses. Mais un Chazan, un personnel communautaire qui aurait des propos
déplacés, qui ne sont pas en cohérence avec la politique du consistoire et le fait que nous sommes profondément français, se verraient révoqués dans les 15 secondes, par n'importe laquelle des associations consistoriales, libérales, réformées, massorties, enfin tout ce que vous voulez. Mais vous avez raison de le dire. Sur les revenus cachers, c'est une très bonne et très importante question parce que bon, c'est légèrement en baisse à cause des difficultés sur le marché cachère, sur le fait qu'il y a des opérateurs qui abattent à l'étranger et qui, à cause des accords avec les pays de Schengen, c'est un peu compliqué d'empêcher la viande abattue à l'étranger, surtout dans l'espace Schengen, d'entrer en France. Mais globalement, c'est de l'ordre de 30%. Je vous rassure, les musulmans sont en contact étroit avec nos responsables de l'abattage rituel pour à la fois nous formons les abatteurs rituels, nous aidons en tout cas à se former, notamment sur le bien-être animal et sur les normes d'hygiène, et puis sur une répartition équitable des droits d'abattage qui permettrait effectivement de sécuriser les financements notamment du CFCM. J'ose le dire, mais ça ne me concerne pas directement, mais j'étais stupéfait quand mes amis du CFCM m'ont dit que leur budget global, c'est 30 000 € par an. C'est un moment qu'ils ont besoin de sources de financement.